Cette série animée commence par montrer la grande bataille qui a eu lieu le 21 octobre 1600, qui a réuni l'armée de l'Est, dirigée par Tokugawa Ieyasu, contre l'armée de l'Ouest dirigée par Ishida Mitsunari, dont la bataille sera plus tard connue sous le nom de bataille de Sekigahara dans l'histoire. Pendant la guerre, Masanori Fukushima, le commandant de l'armée de l'Est, a l'air confus lorsqu'il voit l'esprit combatif des soldats, qui semble sans fin, même si l'armée de l'Est a réussi à les coincer au combat. Lentement mais sûrement, l'armée de l'Ouest s'est avérée capable de changer les choses, alors Masanori et les soldats de l'armée de l'Est ont immédiatement été submergés face à l'assaut des attaques. D'un autre côté, Shimazu Toyohisa, le commandant des armées occidentales, savait que Naomasa et son armée se dirigeaient vers eux pour se battre. À cause de cela, Toyohisa a demandé à son oncle, Shimazu Yoshihiro, de se dépêcher de quitter le champ de bataille avec ses gardes et de se laisser diriger l'armée de l'Ouest pour affronter Naomasa et son armée. Toyohisa a pris cette décision non seulement sans raison parce qu'il savait que la clé de leur victoire était que Yoshihiro réussisse à retourner en toute sécurité à Satsuma. Même s'il y a eu un débat entre deux, Yoshihiro s'est finalement conformé au souhait de son neveu car il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Peu de temps après que Yoshihiro et ses gardes aient quitté le champ de bataille, la cavalerie dirigée par Naomasa s'est approchée si vite de l'endroit où Toyohisa et ses troupes se trouvaient actuellement. Le brouillard épais et les grondements qui retentissaient à distance indiquaient que le nombre de ses troupes était bien supérieur à celui de l'armée de l'Ouest dirigée par Toyohisa. Cependant, Toyohisa n'avait pas l'air le moins du monde intimidé, et son expression semblait calme et si confiante quant à la bataille à venir, comme s'il pouvait confirmer que la victoire était à sa portée. Lorsque Naomasa et son armée furent en vue, Toyohisa ordonna à ses soldats de tirer sur les troupes ennemies. Cependant, l'armée de l'Ouest est immédiatement devenue désespérée car, en plus d'être en infériorité numérique, Naomasa a ordonné à ses hommes de massacrer directement l'armée de l'Ouest pendant qu'ils préparaient leurs armes à feu pour leur prochaine attaque. D'un autre côté, l'esprit combatif de Toyohisa n'a pas faibli et il a tenu bon face à l'ennemi, même si son armée avait été vaincue. En balançant son épée, il se précipita alors vers Naomasa. Voyant l'ennemi s'approcher de leur général, les gardes de Naomasa ne restèrent pas silencieux et se précipitèrent pour le protéger tout en essayant de faire face à Toyohisa, qui s'apprêtait à les attaquer. Pensant que Toyohisa se rendrait parce qu'ils étaient en infériorité numérique, Naomasa et son armée semblaient choqués lorsqu'ils le virent percer désespérément leur défense, malgré les dizaines de lances qui poignardaient son corps. De manière inattendue, Toyohisa s'est avéré avoir conçu une stratégie de manière à pouvoir approcher le général de l'armée de l'Est et a immédiatement tiré un coup de feu sur Naomasa, qui l'a touché à la poitrine. Voyant que leur chef a été grièvement blessé par les tirs de Toyohisa, l'armée de l'Est a décidé de se retirer du champ de bataille, le laissant, qui pouvait encore se tenir debout malgré ses blessures graves. Avec de graves blessures sur tout le corps, Toyohisa a essayé de se lever et est retourné à Satsuma. Même s'il n'a pas pu atteindre sa destination en toute sécurité, il a continué à balancer ses pas à travers la forêt dans l'obscurité. Alors qu'il quitte le champ de bataille en sang, Toyohisa se retrouve transporté dans un couloir de porte, où un homme à lunettes nommé Murasaki l'attend à un bureau. Voyant son arrivée, Murasaki plia le journal qu'il lisait, prit plusieurs feuilles de papier portant son nom, puis écrivit quelque chose sur le papier. Parce que l'homme à lunettes devant lui n'a rien dit, Toyohisa a essayé de l'attaquer parce qu'il pensait que l'homme était son ennemi. Mais ensuite, Toyohisa a été soudainement aspiré par l'une des portes et est tombé dans un champ, inconscient. Après cela, deux garçons elfes ont été vus s'approchant de lui. Les deux garçons elfes sont Marsha et Mark, une paire de frères qui vivent dans un village non loin de la forêt où ils se trouvent actuellement. Ils eurent l'air surpris de le voir gisant inconscient avec des blessures sur tout le corps. Cependant, après avoir vu l'apparition de Toyohisa, les frères et sœurs savaient qu'il n'était pas de leur monde. Marsha et Mark parlent ensuite des drifters et supposent qu'il s'agit d'un drifter venu dans leur monde. Au même moment, Toyohisa a finalement repris ses esprits, mais son corps était toujours si faible qu'il ne pouvait pas se lever. Parce qu'il semble être gravement blessé, il décide de l'emmener dans les ruines d'un château, qui est la cachette des drifters, alors que des étrangers comme lui entrent dans leur monde. Les deux frères semblaient dépassés de supporter le corps de Toyohisa, qui était plus gros que le leur. Malgré cela, ils ont continué à avancer vers leur destination pour le sauver car sa sécurité serait menacée s'il était laissé seul dans la forêt. En fait, ils avaient peur de traiter avec les drifters comme Toyohisa. En plus d'être des étrangers qui ne sont pas de leur monde, Marsha et Mark sont menacés de punition par les chevaliers de l'Empire d'Ort, qui leur ont ordonné d'éviter tout contact direct avec les drifters. Malgré cela, ils sympathisent avec lui et décident de l'aider. Avant d'atteindre les ruines du château non loin devant eux, Marsha et Mark s'arrêtèrent soudainement lorsqu'un drifter leur ordonna de ne pas aller plus loin. Le drifter a alors préparé son arc et était sur le point de tirer sur les deux frères lorsqu'ils ont tenté d'expliquer qu'ils ne voulaient prendre qu'un homme blessé. Mais la différence de langue rend difficile pour eux de se comprendre, alors presque un différend surgit. Réalisant la sincérité des deux garçons elfes qui avaient seulement l'intention d'aider l'homme, le drifter baissa finalement son arme et dit à Marsha et Mark de quitter les lieux immédiatement. Après cela, The Archer-Drifter rencontra son camarade qui se trouvait dans les ruines du château et lui parla de deux villageois voisins qui avaient livré un autre drifter qui venait d'arriver grièvement blessé.
Sachant que Toyohisa portait des vêtements portant le symbole d'un clan originaire du Japon, le drifter qui se trouvait dans le château lui ordonna immédiatement de le faire entrer et de soigner ses blessures. Pour faire court, après que ses blessures aient été soignées, Toyohisa a finalement repris ses esprits et a semblé très surpris par la situation autour de lui. En tant que soldat très expérimenté sur le champ de bataille, il a tiré son épée par réflexe et a tenté d'attaquer l'homme assis devant lui, qu'il observait depuis longtemps. De manière inattendue, l'homme a pu esquiver son attaque jusqu'à ce qu'il arrête finalement d'attaquer lorsqu'il a finalement découvert que l'homme qui se tenait devant lui en ce moment était Oda Nobunaga, un célèbre chef de guerre. Il a conquis la majeure partie du Japon pendant la période Sengoku. Même si Nobunaga a dit la vérité, Toyohisa n'a pas du tout cru ses paroles car, à sa connaissance, Oda Nobunaga était mort depuis longtemps. Les trois d'entre eux s'engagent ensuite dans la conversation en tant que compagnons de vagabondage. Toyohisa se rend enfin compte qu'il existe un décalage horaire important entre leur monde et l'autre monde où il se trouve actuellement. Il a révélé qu'Oda Nobunaga avait été déclarée morte il y a 18 ans. Alors que Nobunaga a affirmé qu'il n'avait même pas été à cet endroit depuis 1 an. En entendant les aveux de Nobunaga, Toyohisa est devenu encore plus curieux de savoir ce qui leur était vraiment arrivé. Après cela, il a posé des questions sur l'identité de l'archer drifter, qui s'est présenté comme Nazusuketaka Iwashi. Bien que Iwashi ait l'air très jeune car il n'a que 19 ans, en réalité, il avait vécu des centaines d'années avant Nobunaga et Toyohisa car il s'est avéré être un puissant guerrier impliqué dans la guerre de Janpei qui a eu lieu dans les années 1180. Toyohisa révèle sa véritable identité comme appartenant au clan Shimazu et parle de l'homme à lunettes qu'il a rencontré dans un long couloir avant d'être soudainement aspiré par une porte et de se retrouver dans le monde dans lequel il se trouve actuellement. En entendant cela, Nobunaga et Iwashi ont également révélé qu'ils avaient également vécu la même chose avant de venir dans ce monde et se sont ensuite demandé qui était vraiment le mystérieux homme à lunettes et son but en les envoyant dans ce monde. Sachant que Toyohisa venait d'une époque qui n'était pas très différente de son époque, Nobunaga a alors posé des questions sur son fils aîné, Oda Nobutada. Toyohisa explique à contre-ségur que Nobutada a finalement été vaincu par Akechi Mitsuhide. Nobunaga est resté silencieux lorsqu'il a entendu le destin tragique de son fils bien-aimé. Cependant, il était clair sur son visage que Nobunaga essayait de contenir la colère et la tristesse dans son cœur. Pendant ce temps, à l'extérieur des ruines du château, une femme nommée Olminu les espionnait secrètement tous les trois. Elle a rapporté ses observations à son chef, qui était ailleurs via une boule de cristal. Connaissant l'émergence d'un nouveau drifter, le chef demanda alors à Olminu de mener à bien leur plan car le roi noir avait préparé ses troupes pour anéantir toute l'humanité de la surface de cette terre. Ailleurs, son camarade, un jeune homme nommé Am, semble garder un œil sur 2 autres vagabonds impliqués dans une querelle amère. Am, qui a également reçu le même ordre du chef, a finalement été contraint d'intervenir pour arrêter la dispute entre les 2 vagabonds. Pendant ce temps, Marsha et Mark semblaient être sévèrement réprimandés par leur frère aîné, Shara, parce qu'ils avaient aidé un drifter, même s'ils savaient déjà la lourde punition qu'ils recevraient si leurs actions étaient découvertes par les chevaliers de l'Empire d'Ort, qui avaient interdit aux résidents d'approcher les drifters qu'ils considéraient comme une menace. Même si Marsha et Mark ont mené l'action de sauvetage en secret, l'Empire semble avoir découvert leurs actions et a envoyé l'un des chevaliers nommé Aram pour diriger les troupes et attaquer le village où ils vivaient en guise de punition pour les 2 pour avoir violé leurs règles. Au même moment, Toyohisa et les drifters ont immédiatement réalisé qu'une guerre se déroulait dans le quartier résidentiel des elfes. Ils soupçonnaient que les cerveaux derrière l'attaque étaient des bandits qui voulaient contrôler le village. De plus, Nobunaga a déclaré que les 2 frères qui avaient sauvé Toyohisa étaient les elfes venus d'un village non loin de l'endroit où il se trouve maintenant. En entendant cela, Toyohisa se précipita vers le village où vivaient Marsha et Mark, ignorant l'état de son corps qui ne s'était pas complètement rétabli après la bataille de Sekigahara. Toyohisa ne se soucie pas de sa santé car il ne peut pas laisser l'injustice et l'oppression se produire sous ses yeux quand et où qu'il soit. En voyant Toyohisa, qui était si confiant et déterminé à faire respecter la justice, Nobunaga et Iwashi sont devenus ravis de le suivre et de se battre avec lui dans la guerre. Olminu, qui a vu leur mouvement vers le champ de bataille, l'a immédiatement signalé à leur chef. Sur le chemin du village, Toyohisa et les drifters ont rencontré Marsha et Mark, qui essayaient de se sauver et ont essayé de demander de l'aide aux drifters. Nobunaga a immédiatement tiré sur les personnes qui poursuivaient les 2 garçons et Toyohisa, qui a balancé son épée et les a tous lacérés. Marsha et Mark avaient l'air très surpris car l'homme qu'ils avaient sauvé était étonnamment coriace et pouvait battre les soldats impériaux. Après avoir vaincu plusieurs d'entre eux, Nobunaga a finalement appris que les personnes qui avaient attaqué le village n'étaient pas des bandits mais les troupes impériales dirigées par un chevalier. Au lieu d'avoir peur, Nobunaga était encore plus excité car il n'avait pas agi depuis longtemps sur le champ de bataille. Pendant ce temps, dans le village incendié et ravagé, Aram rassemble les villageois, qui sont des elfes. Il dit qu'ils méritent tous la punition la plus sévère pour avoir osé violer les règlements de l'Empire qui interdisent strictement aux elfes de s'impliquer avec les drifters. Le chef du village a alors essayé d'expliquer à Aram qu'ils essayaient seulement de sauver la vie d'un homme mourant. Le jeune elfe a courageusement demandé à Aram d'arrêter de traiter son peuple de manière arbitraire. Leurs vies sont devenues très misérables après que les nobles avides et arrogants aient dirigé le gouvernement à leur guise. Aram n'a même pas hésité à montrer que les elfes ne valaient rien à ses yeux en tuant le chef du village juste devant eux.
La cruauté d'Aram et de ses soldats a continué à massacrer les villageois sans discernement, qu'ils soient adultes ou enfants. Peu de temps après, un soldat s'approcha d'Aram et lui rapporta frénétiquement que tous les champs de blé autour du village avaient été dévorés par le feu. Il se précipita sur le site de l'incendie et fut très surpris de voir les champs de blé qui avaient été les mines d'or des nobles s'être transformés en une mer de feu. Il a pensé à essayer d'éteindre le feu avec ses soldats. Mais avec les flammes se propageant dans toute la zone, il était alors certain qu'il ne pourrait pas l'éteindre en peu de temps. Le cerveau derrière l'incendie n'est autre que Nobunaga, dont le but est de venger Aram et les nobles, qui agissent souvent arbitrairement contre les elfes et leur facilitent la prise de pouvoir des nobles avides et arrogants. Au même moment, Aram et ses guerriers sont choqués par l'apparition de quelqu'un au milieu des flammes, nul autre que Toyohisa, qui est prêt à tous les tuer avec son épée. Avec son expérience sur le champ de bataille ainsi que sa capacité de combat extrêmement redoutable, Toyohisa pourrait facilement tuer les soldats de l'Empire. Aram a découvert que Toyohisa était un drifter à cause de ses vêtements et de la différence de langue qui rendait difficile la communication. Marsha et Mark ont décidé de retourner au village avec Toyohisa et ont dit à leur frère aîné qu'ils les avaient sauvés tous les deux et qu'ils se battraient pour les elfes. Après cela, Aram et Toyohisa s'engagent immédiatement dans un féroce duel en tête-à-tête, où il a l'air si en colère qu'Aram et son armée ont massacré les villageois faibles et sans défense. Toyohisa lui lança alors son épée et courut aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à renverser Aram. Après cela, Toyohisa verrouille le mouvement d'Aram sous lui et bat fortement Aram avec son fourreau. Les elfes écarquillèrent les yeux lorsqu'ils virent que l'un des chevaliers les plus redoutables de l'Empire d'Ord pouvait facilement être vaincu par un vagabond qui venait d'arriver dans leur monde. Alors que Toyohisa bat Aram en bouillie, Iwashi semble tirer ses flèches sur les soldats restants qui tentent de s'échapper de là et de les tuer. Après avoir confirmé qu'Aram ne serait plus en mesure de se lever pour combattre, Toyohisa demanda alors aux elfes de se venger de lui en le tuant. Au début, les elfes ont refusé la demande de Toyohisa car ils craignaient que cela ne cause des problèmes encore plus importants. Cependant, Toyohisa persista à convaincre les elfes de venger la mort des villageois massacrés par Aram et son armée. Même si les elfes n'ont pas vraiment compris ces paroles, ils ont finalement réalisé qu'ils devaient avoir le courage de se battre pour arrêter l'oppression des nobles sur les elfes. Pleins de colère, les elfes prirent les armes qui se trouvaient près d'eux et tuèrent brutalement Aram. Le meurtre d'Aram était également conçu comme une forme de résistance à la cruauté des nobles qui ont toujours opprimé les elfes. Désormais, ils ne resteront pas les bras croisés et se battront de toute leur force pour protéger ce qui leur tient à cœur. Voyant le courage et la détermination des elfes, Toyohisa était un peu soulagé car il pouvait les aider à comprendre l'importance de se battre pour leur propre vie contre l'oppression sous toutes ses formes. Après cet incident, les elfes ont finalement réalisé que les drifters avaient un très grand pouvoir, ce qui explique également pourquoi Aram et les nobles ont interdit aux elfes d'interagir avec les drifters, ce qui pourrait potentiellement être une menace difficile à gérer s'ils réussissaient à diriger les elfes dans la résistance contre les nobles ainsi que l'Empire. La nouvelle du succès de Toyohisa et des drifters battant Aram et son armée fut immédiatement connue de Murasaki, qui était à sa place. Peu de temps après, une femme nommée Izzy est apparue de la direction opposée, où son apparence a alors enveloppé l'endroit d'une aura de ténèbres. Izzy dit à Murasaki que les drifters envoyés par lui dans ce monde ne pourront pas durer plus longtemps car la victoire sera de son côté. Murasaki n'a pas semblé prêter beaucoup d'attention aux paroles d'Izzy et a insisté sur le fait qu'il ne la laisserait pas atteindre son objectif, puis l'a expulsée de là. Izzy, qui a entendu ces paroles, s'est soudainement sentie irritée, et avec son pouvoir, elle a changé les nouvelles sur le succès de Toyohisa avec des nouvelles sur le roi noir qui avait lancé une attaque dans le sud. Après cela, Izzy a souligné à Murasaki que les drifters ne seraient pas en mesure de vaincre ses subordonnés, connus sous le nom de Hens. En apprenant cela, il ne nie pas que les Hens sont un adversaire redoutable pour les drifters car, comme les drifters, les Hens sont les puissants personnages historiques amenés dans ce monde. Pendant ce temps, Olminu, qui s'est avéré faire partie de l'organisation Octobriste, un groupe de magiciens humains originaires du monde dont le devoir est d'observer et de rassembler les drifters pour combattre le roi noir, a ensuite rendu compte de Toyohisa et des drifters. Ils ont réussi à vaincre Aram et son armée et ont formé une alliance avec les elfes. En entendant cela, le chef de l'Octobriste, Seme, se précipita pour rencontrer Am, qui avait réussi à persuader deux vieillards qui étaient les drifters. Il s'agissait de Scipion l'Africain et d'Hannibal Barca, qui étaient impliqués dans une dispute féroce avant que Am ne réconcilie finalement les deux et les persuade de partir avec lui. Sachant que le roi noir avait lancé une attaque sur la région du sud, Seme et Am se précipitèrent vers le royaume de Carnéade, où ils tentèrent de convaincre le commandant des troupes défensives de laisser Scipion et Hannibal prendre en charge leur armée. Cependant, les chefs refusent de donner aux deux drifters le commandement de leurs troupes, les considérant comme rien de plus que des vieillards inutiles. Incapable de raisonner les soldats de Carnéade, Seme décide de retirer les octobristes et les drifters du pays car le roi noir et son armée arriveront bientôt au royaume de Carnéade. Sachant qu'ils auraient du mal à combattre le roi noir sans l'aide des drifters, Seme ne voulait pas risquer de forcer les octobristes à continuer à se battre sans un bon commando qui pourrait les mener au combat. Cependant, avant que Seme et l'octobriste aient quitté les lieux, le roi noir et son armée étaient déjà arrivés dans le royaume de Carnéade. Voyant l'armée du roi noir, qui était bien plus nombreuse qu'ils ne s'y attendaient, les commandants de l'armée de Carnéade prirent immédiatement peur, surtout lorsque le roi noir lança une attaque contre le fort défensif.
pour accélérer le mouvement de ses troupes pour occuper la forteresse du royaume de Carnaed, le roi noir ordonna alors les Ents, qui se composaient de Hijikata Toshizo, Jeanne d'Arc et Anastasia Romanoff, qui étaient de puissantes figures historiques dont les capacités de combat pouvaient ne pas être sous-estimées. En dehors de Troie, le roi noir avait également une armée de races non humaines et un troupeau de dragons qui lançaient des attaques depuis les airs. Avec une puissance de combat aussi formidable et presque aucune lacune à vaincre, le roi noir et son armée pouvaient facilement maîtriser la bataille, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'occupe le royaume de Carnaed, qui régnait sur le nord. Soudain, une porte de connexion entre les dimensions est apparue pendant la guerre en cours qui planait au-dessus du champ de bataille. Jusque-là, la porte s'ouvrait et apportait un avion de chasse de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Seimei, ainsi que les Ents, qui ont été témoins de l'apparition de l'avion de chasse, ont immédiatement découvert que le pilote conduisant le chasseur était le drifter qui avait été envoyé dans ce monde. Le pilote de l'avion de chasse était Naoshi Kano, décédé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1945. Au début, il était confus par les circonstances qui l'entouraient et la bataille féroce qui se déroulait en dessous de lui. Il a fait voler son avion dans la région pour découvrir ce qui s'était réellement passé et où il se trouvait à ce moment-là. Dans le même temps, Hijikata réussit à percer les défenses des soldats Carnaed qui tentaient de le bloquer, détruisant l'une des entrées du fort. Quand Hijikata est entré dans la forteresse, il pouvait sentir une énorme aura meurtrière en lui, ce qui indiquait qu'il n'était pas une personne ordinaire car, avec sa seule aura, il pouvait faire trembler les autres et choisir de ne pas lui faire face. Pendant ce temps, Jeanne d'Arc semblait mécontente de simplement massacrer les soldats de Carnaed parce qu'elle utilisait sa capacité à manipuler le feu, puis brûler les soldats. En revanche, Anastasia, qui semble toujours sans émotion, possède un pouvoir assez terrible en raison de sa capacité surnaturelle à créer des blizzards, où elle n'hésite pas à figer les soldats Carnaed qui tentent de l'attaquer. Peu de temps après, le fort fut finalement entièrement contrôlé par le roi noir et son armée, où le roi noir ordonna immédiatement à son armée de massacrer tous les soldats, même les habitants du royaume de Carnaed qu'il rencontrait, qu'ils soient femmes ou enfants. Naoshi, qui a observé le massacre de loin, ne se contente pas de rester immobile et de se précipiter pour les aider. La scène change alors et montre deux drifters attendant avec impatience l'arrivée de Seimei et des Octobristes, où auparavant ils avaient prévu de quitter le royaume de Carnaed dès que possible. Peu de temps après, Seimei et Am sont finalement venus avec Scipio et Hannibal et ont ensuite demandé aux deux drifters de les emmener rapidement de là dans une calèche tirée par des chevaux. Avant de partir, Seimei a demandé aux drifters de rester à flot quoi qu'il arrive car leur prochaine mission était de trouver Toyohisa et ses camarades et de les convaincre de travailler ensemble contre le roi noir et son armée. Car en rassemblant les drifters, ils auront une force proportionnée pour égaler les fins sous les ordres du roi noir. Sur le chemin, plusieurs soldats de l'armée du roi noir ont affronté Seimei et les drifters. L'un des vagabonds, un homme surnommé le Sundance Kid, utilise alors une mitrailleuse Gatling pour parer les attaques des troupes du roi noir. Après avoir vaincu avec succès l'armée du roi noir qui les poursuivait, Seimei et les drifters ont été surpris par l'apparition d'un dragon sur le point de les attaquer. Au même moment, Naoshi est arrivé et a immédiatement attaqué le dragon avec des tirs consécutifs tirés de son avion de chasse, indiquant que Naoshi s'était rangé du côté des drifters. Après avoir confirmé que Seimei et les drifters avaient quitté le fort en toute sécurité, Naoshi est retourné sur le champ de bataille, a tenté de vaincre les dragons attaquant le fort depuis les airs et a immédiatement attaqué le dragon avec des tirs consécutifs tirés de son avion de chasse. Pendant ce temps, voyant derrière lui la forteresse appartenant au royaume de Carnaed qui avait été détruite et contrôlée par le roi noir, Seimei a promis qu'il ne laisserait pas quelque chose de similaire se produire ailleurs et était déterminé à vaincre le roi noir et son armée dans la bataille à venir. D'un autre côté, le roi noir n'était pas forcément satisfait bien qu'il ait gagné la bataille et maîtrisé le fort. Il a ordonné aux Ents de trouver les drifters et de les tuer ainsi que tous ceux qui se sont battus à leur côté sans exception. La nouvelle de la victoire du roi noir au combat et de l'occupation réussie de la forteresse au nord rendit alors Izzy encore plus arrogant face à Murasaki. Izzy est très confiant que les drifters envoyés par Murasaki dans ce monde ne pourront pas vaincre les Ents et empêcher le roi noir de réaliser son désir de gouverner le monde. Cependant, Murasaki a complètement ignoré ces paroles, qu'il pensait être trop rapide à assumer, car la vraie bataille n'avait pas encore commencé. Ailleurs, Olminu, qui était chargé d'espionner Toyohisa et ses camarades, a finalement été attrapé et interrogé par eux parce qu'il pensait qu'elle était une espionne pour les nobles. Olminu a nié les accusations et a révélé qu'elle faisait partie de l'organisation octobriste, dont le devoir est d'observer et de rassembler les drifters comme eux. Elle informe les drifters qu'ils ont été amenés dans le Nouveau Monde pour lutter contre les Ents et le Black King, qui ont l'intention de détruire le monde. De plus, Olminu a expliqué que les Ents sont en fait de puissants personnages historiques qui ont été sélectionnés et envoyés dans ce monde avec un but différent de celui des drifters. Elle dit que l'objectif de l'organisation octobriste est de rassembler les drifters de tout le pays et de s'assurer qu'ils forment une alliance pour travailler ensemble contre le roi noir et son armée, y compris les Ents, qui sont ses guerriers les plus puissants. En apprenant cela, Nobunaga a ensuite demandé à Olminu le nombre de troupes détenues par l'Octobriste et les troupes de l'Alliance. Comme elle ne pouvait pas répondre en détail à la question, Nobunaga a alors déclaré qu'il ne pourrait pas gagner la bataille, même avec l'aide des drifters, car fondamentalement, le nombre de troupes affecterait plus ou moins leur force sur le champ de bataille. Olminu, qui ne voulait pas perdre la confiance de Nobunaga,
lui a dit que l'Octobriste essayait de former une alliance avec l'Empire d'Ort et les nobles. Cependant, ces paroles ont fait rire Nobunaga car il était très sûr qu'ils ne seraient pas disposés à former une alliance et à risquer leur vie sous le commandement d'étrangers comme les drifters, qui n'appartiennent même pas à ce monde. En entendant cela, Ōminu n'a pas nié que les paroles de Nobunaga étaient vraies. Sachant qu'il semble avoir la capacité de formuler une stratégie efficace, elle lui demande des conseils sur les étapes à suivre pour former une alliance pour vaincre le roi noir. Nobunaga a suggéré qu'ils prennent d'abord le pouvoir des nobles, où l'agression militaire serait dirigée directement par Toyohisa. L'Octobriste ou d'autres partis, y compris les drifters, qui souhaitent former une alliance avec les trois, doivent accepter Toyohisa comme leur chef et être disposés à suivre tous ses ordres. Ōminu sembla très surpris d'entendre les paroles de Nobunaga, et Toyohisa, qui s'était tu depuis, écouta leur conversation avec une grande attention. Il semblait ennuyé que Nobunaga l'ait arbitrairement nommé chef, et ils se sont rapidement disputés. Voyant l'attitude intrépide de Toyohisa face à n'importe quelle situation, Ōminu pensa que cela ne leur ferait pas de mal d'essayer de suivre les conseils de Nobunaga. Pendant ce temps, le roi noir, qui contrôlait les fortifications de la région du Nord, a été vu en train de vérifier l'état de ses soldats blessés au combat après avoir reçu un rapport de l'un des Zens, à savoir Grigori Rasputin. Étonnamment, le roi noir a des pouvoirs de guérison qui peuvent traiter n'importe quelle maladie et blessure qui semble impossible à guérir. Avec ce pouvoir, le roi noir a ensuite soigné tous ses soldats blessés afin qu'ils puissent retourner combattre lors de la prochaine bataille. Après cela, le roi noir a ordonné à Rasputin de répandre la victoire de ceux qui ont réussi à occuper la forteresse de la région du Nord et d'inviter toutes les races et nations qui détestent les humains à les rejoindre et à exterminer l'humanité de ce monde. De plus, le roi noir insiste également pour que les Zens trouvent les drifters au plus vite et les tuent avant qu'ils unissent leurs forces et forment une alliance pour lutter contre eux. D'autre part, Naoshi semble avoir du mal à piloter son avion de chasse car l'avion a été endommagé lors de son combat contre un troupeau de dragons. C'est pourquoi Naoshi a été contraint de faire atterrir son avion de chasse au milieu de la nature sauvage. Le bruit causé par Naoshi lors de l'atterrissage de l'avion a attiré l'attention d'un groupe de créatures mystérieuses qui habitent la forêt où il se trouve actuellement. Au lieu d'avoir peur, il a défié les créatures de quitter leur cachette et de leur faire face directement. Pendant ce temps, ailleurs, les elfes ont été vus en train de tenir une réunion pour discuter de leurs prochaines étapes car tôt ou tard, les nobles enverraient sûrement des troupes pour attaquer le village et les massacrer après avoir assassiné Aram. Après une longue discussion, les elfes ont finalement accepté de mener une rébellion et de former une alliance avec les drifters qui les avaient aidés auparavant. La scène bascule alors et montre Ōminu, qui donne alors une amulette à Toyohisa et ses camarades afin qu'ils puissent comprendre la langue utilisée par les habitants de ce monde. Nobunaga est devenu encore plus curieux de la figure du chef de l'Octobriste après avoir vu l'amulette car elle ressemblait exactement à l'amulette habituellement écrite par l'Onmyuji de Kyoto. Après cela, Ōminu a raconté l'histoire des elfes étant l'une des races demi-humaines qui étaient les premiers habitants de ce monde, où ils vivaient en paix jusqu'à il y a 50 ans, ils ont été vaincus par l'Empire d'Ort dans une guerre. Après cela, les elfes ont été forcés de toujours se soumettre et d'obéir et ont souvent été traités arbitrairement. Entendant un morceau d'histoire sur les elfes, Nobunaga a l'intention de s'attirer leur sympathie en offrant une revanche contre l'Empire d'Ort, qui avait colonisé leur lieu de résidence et les avait traités comme des esclaves pendant des années. Nobunaga a ensuite demandé à Toyohisa de prononcer un discours pour augmenter l'esprit combatif des elfes pour se rebeller contre l'Empire d'Ort car, selon Nobunaga, Toyohisa a à la fois la force et le charisme d'un bon leader. En entendant cela, Toyohisa a alors dit qu'il ferait son travail, non pas contre le souhait de Nobunaga, mais parce qu'il ne pouvait pas permettre que l'oppression des faibles se produise sous ses yeux. Plein de confiance, Toyohisa commença à prononcer des discours devant les elfes, qui semblaient lui témoigner de l'admiration, qui les soutenait et les encourageait à se battre pour une vie meilleure et plus décente à l'avenir afin qu'ils ne soient plus victimes d'oppression. De ceux qui voulaient exploiter les elfes. Chara, le frère aîné de Marsha et Mark, révèle qu'il est le fils du chef du village qui a été tué par Aram et demande à Toyohisa et aux drifters de l'aider. Les autres villageois doivent vaincre les troupes de l'Empire d'Ort, qui devraient envahir leur village dans les prochains jours. Cependant, Chara révèle que les elfes n'ont aucune compétence au combat, alors qu'ils vont affronter l'Empire d'Ort qui est réputé pour être cruel et assoiffé de pouvoir, où ils n'hésitent pas à massacrer les races demi-humaines parce qu'ils pensent les humains leur sont de loin supérieurs à tous égards. Sachant cela, Nobunaga pensait que leur chance de conquérir l'Empire d'Ort serait encore plus grande car ils profiteraient de la haine des elfes et des autres races demi-humaines et les convaincraient de se rebeller contre l'oppression et la cruauté qu'ils avaient endurée durant leur durée de vie. Dans les jours suivants, l'armée de l'Empire d'Ort de 200 personnes a été vue se dirigeant vers la colonie elfe pour mener un massacre à grande échelle des elfes qui avaient tué Aram et son armée. Apparemment, ils étaient également au courant des elfes qui avaient formé une alliance avec les drifters. Cependant, les soldats ne semblaient pas trop inquiets à ce sujet et étaient convaincus qu'ils pourraient terminer la mission en un rien de temps. Après avoir parcouru une bonne distance depuis la capitale, les soldats de l'Empire d'Ort arrivèrent enfin à la colonie des elfes. Cependant, à quel point ils furent choqués lorsqu'ils découvrirent que le village avait été abandonné par les elfes. Bien qu'en réalité, cela fasse partie de la stratégie de guerre qui a été planifiée par Toyohisa et les drifters afin qu'ils puissent gagner la bataille. Les soldats de l'Empire d'Ort se précipitèrent alors pour retrouver les allées et venues des elfes dans tout le village.
Mais l'effort de recherche a échoué car ils n'ont trouvé aucun signe de vie dans le village, comme si les elfes avaient effectivement quitté le village où ils vivaient. Non seulement cela, mais ils ont également découvert que le seul puits utilisé comme source d'eau potable dans le village avait été pollué par la saleté, de sorte que quiconque décidait de rester à cet endroit, même temporairement, n'obtiendrait pas de source d'eau potable. Pendant ce temps, dans les arbres, Toyoisa et les elfes ont été vus en train de regarder les mouvements des soldats de l'Empire d'Ort en dessous d'eux, qui prévoyaient d'attaquer les troupes à la tombée de la nuit. La scène passe ensuite à quelques jours plus tôt, où Toyoisa et les drifters fournissent aux elfes une brève formation aux arts martiaux et leur apprennent à utiliser des armes telles que des épées, des lances et des flèches, qu'ils avaient précédemment recueillies lors de la bataille contre Aram et son armée. De plus, Nobunaga a également ordonné aux elfes de disposer des corps d'Aram et de son armée dans un champ suffisamment grand, pour ne pas les enterrer. Bien qu'imprimé comme un acte cruel, cela fait partie de la stratégie de guerre de Nobunaga car les corps humains peuvent produire certaines substances qui peuvent être utilisées comme explosifs si elles sont mélangées à de la terre meuble. Voyant comment Nobunaga et Toyoisa ont conçu une stratégie de guerre, Ōminu a immédiatement réalisé la grande différence entre des civils comme elle et les drifters, qui étaient des combattants coriaces avec des points de vue différents sur la vie et la mort. Nobunaga a demandé à Ōminu d'informer l'octobriste de la guerre et leur a demandé d'envoyer immédiatement de la poudre de soufre. Cependant, Nobunaga n'a pas expliqué pourquoi il avait besoin de la poudre de soufre. D'un autre côté, Iwashi est vu enseigner les techniques de tir à l'arc des elfes et semble impressionné que les elfes puissent maîtriser les techniques de tir à l'arc en peu de temps. L'un des elfes dit alors à Iwashi que les elfes sont en fait des archers. Cependant, leurs compétences en tir à l'arc s'estompent lentement car depuis qu'ils ont été vaincus par l'Empire d'Ort, les elfes ne sont plus autorisés à manier d'armes du tout. Pour motiver les elfes, Iwashi montra alors ses talents de tir à l'arc, ce qui les rendit immédiatement pleins d'admiration car aucune des flèches tirées par Iwashi ne rata la cible. Après avoir terminé leur formation, Toyoisa rassembla les elfes, expliquant la stratégie qu'ils utiliseraient pour gagner la bataille contre les troupes de l'Empire d'Ort. Toyoisa a également rappelé aux elfes l'importance de se battre pour leur indépendance afin qu'ils ne soient plus traités comme des esclaves. Il a informé que la bataille contre 200 soldats de l'Empire d'Ort n'était que le début de leur agression militaire car ils effectueraient alors un mouvement plus massif jusqu'à ce que la paix soit rétablie dans le pays. Ces paroles ont motivé les elfes à se venger de toute l'oppression et de l'humiliation qu'ils avaient subie jusqu'à présent et de toute la colère refoulée qu'ils allaient déverser dans la bataille qui allait bientôt avoir lieu cette nuit-là. En ce qui concerne le présent, lorsque le soleil s'est finalement couché et que le jour s'est transformé en nuit, Toyoisa a conduit les elfes à attaquer les soldats de l'Empire d'Ort campés dans le village. Avec un esprit combatif fougueux, il mena les elfes sur le champ de bataille et assomma un à un les soldats qui montaient la garde, puis continua l'attaque en les éliminant d'une tente à l'autre. Les cris de douleur des soldats ont immédiatement rompu le silence de la nuit. Les soldats de l'Empire d'Ort ont finalement réalisé qu'ils étaient attaqués par les elfes, censés être les cibles de leur massacre. Dans le cadre de la stratégie qu'ils avaient planifiée, Toyoisa a conduit les soldats impériaux dans le piège qu'ils avaient préparé. Pendant ce temps, Nobunaga et l'armée elfique qu'il dirigeait s'étaient préparés à accomplir leur tâche comme prévu à l'endroit désigné. Le moment lui rappela le passé où il dirigeait une armée de 200 000 personnes du clan Oda. Même s'il ne dirigeait actuellement qu'un groupe d'elfes inexpérimentés pour se battre sur un champ de bataille qui lui était ordinaire, Nobunaga avait toujours un esprit de combat fougueux pour vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Il ordonna aux elfes de tirer des flèches de feu vers leur village, et immédiatement, les flammes dévorèrent la colonie. Le feu était destiné à encercler les soldats qui étaient encore là, où ils ont été contraints de se retrouver nez à nez avec Nobunaga, qui les attendait au bout de la sortie. Avec un sourire narquois sur le visage, Nobunaga salua ses ennemis avec joie. Lorsque les soldats furent à portée de tir, les elfes décochèrent immédiatement leurs flèches et massacrèrent les troupes ennemies qui tentaient de les attaquer. À en juger par leur style de combat, ils savaient que les troupes envoyées par l'Empire d'Ort étaient des soldats de niveau inférieur moins expérimentés sur le champ de bataille, de sorte qu'ils pouvaient facilement être vaincus par eux. Après cela, Nobunaga avait l'intention de cibler le commandant de l'armée. Car si le chef a été vaincu, les troupes perdront leur combativité et choisiront de se rendre. Il a ordonné aux elfes de tirer des flèches qui avaient été enduites de terre, où ils pourraient laisser des cicatrices infectées par des bactéries en raison de l'absence d'eau propre pour nettoyer la plaie. Et s'ils étaient laissés comme ça, les soldats mouraient lentement de l'infection bactérienne des plaies. Ils ont également été de plus en plus acculés par Toyoisa, qui est arrivé après avoir massacré leurs camarades. Cependant, comme Nobunaga l'avait prédit plus tôt, Toyoisa a terminé le commandant afin que la guerre se termine sans avoir à mettre plus d'énergie et de temps. Avec une vitesse fulgurante, Toyoisa a franchi les barricades des soldats et a balancé son épée pour tuer le commandant. Voyant leur chef vaincu, les soldats paniquent et perdent leur combativité. D'autre part, Nobunaga semble satisfait du succès de Toyoisa et est de plus en plus convaincu qu'il peut devenir un grand leader sur le champ de bataille car ce caractère de leadership s'est transmis de génération en génération dans la famille Toyoisa. Pendant ce temps, les soldats survivants ont tenté de s'échapper du champ de bataille mais ont été rapidement interceptés par Iwashi et une escouade d'archers, qui les ont massacrés. Pour une raison quelconque, l'atmosphère de la bataille lui rappelait plus ou moins quelqu'un de son vivant. Après avoir remporté la bataille avec succès, Toyoisa et ses camarades continueront leur marche vers la base militaire la plus proche appartenant aux nobles de l'Empire d'Ort. Pendant ce temps,
les responsables militaires semblaient inquiets au quartier général parce qu'ils avaient perdu Aram et son armée, qui étaient des soldats coriaces. De plus, les troupes qu'ils ont envoyées dans les colonies des elfes n'étaient pas encore revenues. Ils sont également devenus de plus en plus inquiets car ils n'avaient pas assez de soldats pour garder l'endroit, et si soudainement une attaque se produisait, ils ne pourraient pas défendre la base. L'un des meilleurs officiers militaires prévoyait d'envoyer de nombreuses troupes pour tuer les elfes menant la rébellion. Cela a été fait pour empêcher les rébellions dans d'autres endroits qui pourraient menacer la souveraineté de l'Empire. Peu de temps après, un soldat est venu rencontrer les responsables militaires dans sa chambre et les a informés que les troupes qu'ils avaient envoyées pour tuer les elfes étaient de retour. En entendant cela, les responsables militaires ont été soulagés et ont supposé que la rébellion avait été vaincue. En fait, les troupes étaient Nobunaga et les elfes déguisés. Quand ils sont finalement entrés dans la base, Nobunaga et les elfes ont brisé leur déguisement et ont arrêté tout le monde là-bas. Les responsables militaires n'ont pu se rendre que lorsque Nobunaga et ses camarades ont occupé la base car ils n'avaient pas non plus la force de se battre. Toyohisa, qui était déjà en colère, demanda alors où se trouvaient les femmes elfes qui avaient été retenues captives par elle. Après avoir reçu des informations sur l'endroit où les femmes elfes étaient retenues captives, Toyohisa et les elfes se sont précipités à cet endroit. Cependant, à quel point les elfes ont eu le cœur brisé lorsqu'ils ont découvert l'état de leurs femmes et de leurs filles, ce qui est également très inquiétant car elles n'avaient été utilisées comme esclaves que pour satisfaire les désirs d'hommes dépravés. Sachant cela, Toyohisa se mit immédiatement en colère, déterminé à venger les femmes elfes contre les hommes sauvages qui avaient ruiné leur vie et ne s'arrêteraient pas tant qu'elles ne seraient pas toutes mortes dans la douleur. D'un autre côté, Nobunaga et les autres elfes ont été vus en train de fouiller les lieux, espérant trouver des fichiers importants qui pourraient être utiles pour faciliter la prochaine étape. À cet endroit, Nobunaga et Olminu ont trouvé un portrait assez grand, qui montrait le visage d'un homme qui, selon Olminu, était le fondateur de l'Empire d'Ort, Adolf Hitler. De plus, elle lui a dit que les octobristes n'avaient pas été en mesure de confirmer si Hitler s'était rangé du côté des drifters ou vice-versa car pendant tout ce temps, ce sont les nobles qui dirigeaient le gouvernement qui ont établi les règles concernant les drifters. Après cela, un elfe a dit à Nobunaga que Toyohisa était sur le point d'exécuter les hauts officiers militaires ainsi que les soldats de l'Empire d'Ort qui se trouvaient dans la base, responsables des abus qu'ils avaient commis contre les femmes elfes. Nobunaga s'y est précipité pour assister à l'exécution de Toyohisa. Avant l'exécution, les responsables militaires ont supplié Toyohisa de leur pardonner. Toyohisa a catégoriquement refusé leur demande parce que leur oppression et leur dépravation étaient impardonnables à tout moment, et la peine de mort était la récompense la plus appropriée pour tous. Cependant, alors qu'il était sur le point de les exécuter, Nobunaga s'est soudainement cogné la tête par derrière, le faisant s'effondrer sans connaissance. Nobunaga n'avait en fait pas l'intention de contrecarrer l'exécution. Il l'a fait uniquement parce qu'il ne voulait pas que Toyohisa se salisse les mains en tuant les soldats sauvages. Il pense qu'il est celui qui est le plus apte à exécuter ces soldats sauvages car Toyohisa est un chef. Alors qu'il était sur le point de tirer un coup de feu, soudain, l'un d'eux a levé la main et a tenté de convaincre Nobunaga qu'il n'était pas impliqué dans tous les actes de barbarie commis par les soldats car il venait d'être transféré à la base. En entendant cela, Nobunaga sembla légèrement intéressé par l'homme, et il lui vint à l'esprit de profiter de l'homme pour obtenir des informations qui pourraient faciliter leur prochain mouvement. Par conséquent, Nobunaga a laissé l'homme en vie pendant qu'il exécutait immédiatement les autres. Plus tard, la nouvelle du soulèvement des elfes, aidée par les drifters, s'est finalement répandue dans tous les coins du pays. Les gens croyaient également que la nouvelle était vraie parce que les femmes elfiques retenues captives par les soldats impériaux étaient retournées dans leurs familles respectives. Ce moment a également été utilisé par Nobunaga pour envoyer une lettre, invitant les elfes d'autres régions à se battre pour leur sort et à être libérés de l'oppression et des abus qu'ils ont subis jusqu'à présent. Son plan s'est avéré être un succès en déplaçant les elfes ailleurs pour qu'ils se rebellent et concentrent toutes leurs forces sous le commandement des drifters. En peu de temps, des rébellions ont éclaté dans de nombreux endroits et se sont propagées à tous les coins du pays. Les nobles sont devenus de plus en plus paniqués et anxieux parce que leur pouvoir risquait de s'effondrer. En fait, de nombreux territoires qui étaient auparavant contrôlés par des nobles et qui faisaient partie de l'Empire d'Ort ont maintenant été complètement repris par leurs propriétaires d'origine, les elfes. La nouvelle du soulèvement des elfes parvint également à Izzy, qui fut soudainement irrité que les elfes aient formé une alliance avec les drifters et construit une force de combat contre le roi noir et les Ents. Pendant ce temps, les troupes de l'Empire d'Ort continuaient de subir défaite après défaite, ce qui frustrait les fonctionnaires au centre du gouvernement car s'ils continuaient à avaler la défaite, le pouvoir de l'Empire d'Ort serait bientôt complètement détruit. La guerre qui dure depuis un certain temps a vidé toutes ses ressources, sa force et sa stratégie. Cependant, ils n'ont pas gagné jusqu'à présent. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas laisser cette situation perdurer, l'un des responsables du gouvernement leur suggéra alors de conclure un accord de paix avec les races non humaines qu'ils combattaient. Cependant, d'autres responsables ont immédiatement rejeté la proposition parce qu'ils ne voulaient pas décevoir Adolf Hitler, qui s'était donné beaucoup de mal pour établir l'Empire d'Ort. Alors que les fonctionnaires avaient une vive dispute, un noble nommé le comte Saint-Germy y est arrivé, et les fonctionnaires se sont tus un instant parce que Saint-Germy était l'une des personnes les plus influentes du gouvernement. De plus, un quart du territoire de l'Empire d'Ort est aux mains de Saint-Germy, de sorte que les paroles de l'homme doivent toujours être écoutées et ses ordres doivent être obéis.
Saint-Germy informe que la guilde marchande Gubinan a attaqué la flotte impériale envoyée pour approvisionner l'Ouest. La flotte a finalement été détruite avant d'atteindre sa destination. Saint-Germy révèle alors que l'Empire d'Orth ne durera plus longtemps car les guerres qu'ils ont déclenchées ont apporté un mauvais karma. Surtout maintenant que leurs ennemis avaient formé une alliance et concentré leurs forces sur des contre-attaques de différents côtés. De plus, l'Empire d'Orth connaît également une crise interne au sein de son gouvernement. Cependant, Saint-Germy n'a pas informé les fonctionnaires de la solution à tous ces problèmes car il avait son propre plan pour visiter les elfes et les drifters. Ils étaient les cerveaux de la révolte qui s'est produite dans tout le pays. Pendant ce temps, le soutien des elfes pour Toyoisa et ses camarades a continué d'arriver de diverses régions, où ils ont juré allégeance pour combattre aux côtés de Toyoisa et des drifters. Cependant, cela ne rendait pas nécessairement Toyoisa heureux car plus les troupes qu'il dirigeait étaient importantes, plus le risque de trahison était grand, ce qui rendait la tâche difficile pour les drifters à l'avenir. Il s'est entretenu avec Nobunaga et Iwashi et a essayé de trouver des moyens de surmonter leurs problèmes. Toyoisa a suggéré qu'ils établissent une structure de direction, mais Nobunaga a refusé parce qu'il voulait faire de Toyoisa le seul leader. Toyoisa affirme alors qu'il ne se soucie pas du pouvoir et veut juste que le grand pouvoir qu'ils ont accumulé jusqu'à présent ne devienne pas une bombe à retardement pour lui et les drifters. Sachant qu'il ne pourrait pas persuader Toyoisa s'il avait une forte volonté, Nobunaga a finalement accepté sa demande. Même dans son cœur, il a toujours l'intention de faire de Toyoisa le seul leader. Après cela, les elfes qui venaient de rejoindre ont suivi une formation de Toyoisa et des drifters pour développer leurs capacités et talents respectifs. Nobunaga a demandé à Chara de trouver un forgeron talentueux qui pourrait fabriquer de nombreuses répliques d'armes à feu. Chara dit à Nobunaga que les nains sont les forgerons les plus fiables au monde et que seuls peuvent fabriquer de telles répliques. Ailleurs, Iwashi est vu enseigner aux jeunes elfes les techniques de tir à l'arc. Iwashi semble sérieux quant à leur formation car il veut que les jeunes elfes deviennent des soldats fiables dans les batailles à venir. De même, Toyoisa enseigne aux elfes inexpérimentés comment se battre avec une épée. Cependant, les elfes ne semblaient pas très doués pour utiliser l'épée au corps à corps, car ils étaient plus habiles au tir à l'arc. Dans la soirée, Toyoisa et les drifters sentent une menace s'approcher d'eux. Au même moment, deux défunts, Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, et une cavalerie de l'armée du Roi Noir se dirigeaient vers leur cachette. Cet anime continue avec Toyoisa et ses camarades se reposant dans leur cachette après une longue journée d'entraînement des elfes aux techniques de combat et aux compétences d'armes. Peu de temps après, ils ont senti une menace s'approcher d'eux. Au même moment, deux défunts, Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, et une cavalerie de l'armée du Roi Noir se dirigeaient vers leur cachette. Arrivés là-bas, Jeanne et Gilles massacrèrent massivement les elfes, qui n'étaient absolument pas préparés à l'attaque soudaine. Ils ont délibérément fait cela pour provoquer l'apparition de Toyoisa et des drifters. Peu de temps après, Toyoisa est apparu et s'est approché de Jeanne sans crainte. Pendant ce temps, Nobunaga et Chara ont été vus en train d'évacuer les femmes et les enfants elfes vers un endroit plus sûr. Il a demandé à Chara de rassembler les elfes mâles et leur a dit de se préparer car ils allaient bientôt se battre contre la cavalerie ennemie. Cependant, Iwashi ne semble pas d'accord avec son plan d'opposer la force inexpérimentée des elfes à l'armée beaucoup plus entraînée du Roi Noir. Même ainsi, Nobunaga a essayé de convaincre Iwashi qu'il avait une bonne réputation pour détruire la cavalerie ennemie. En entendant ces paroles, les doutes dans le cœur de Iwashi ont finalement disparu car il était très sûr que Nobunaga ne plaisantait pas, et il a décidé de confier la stratégie de guerre au chef du clan Oda. Sachant que Iwashi était un vagabond, Gilles l'a attaqué. Même si Iwashi a réussi à esquiver l'attaque, il n'a pas nié que Gilles était un redoutable guerrier avec une force qui ne pouvait être sous-estimée, alors Iwashi s'est rendu compte que cette bataille ne serait pas facile pour lui de gagner. Dans le même temps, Toyoisa semble dépassé par Jeanne, qui a le pouvoir de manipuler le feu. Il avait du mal à l'approcher et à l'attaquer à cause de son pouvoir. Contrairement aux drifters, qui ne peuvent compter que sur leur connaissance et leur force physique au cours de leur vie, les Zens ont reçu des pouvoirs magiques lorsqu'ils ont été envoyés dans le monde, ils sont donc devenus difficiles à battre. Sachant qu'Olminu a un pouvoir magique, Toyoisa lui demande de l'aider à vaincre Jeanne. Bien que Jeanne ait une puissance de feu très terrible, il est convaincu qu'ils pourront la vaincre car elle n'est en fait qu'une amateur sur le champ de bataille. En entendant ces paroles, Olminu l'admira une fois de plus pour avoir pu penser à diverses possibilités pour vaincre l'ennemi en si peu de temps. Au lieu d'avoir peur d'un adversaire au pouvoir terrible, Toyoisa est confiant en disant qu'il gagnera assez facilement le combat contre Jeanne. Pendant ce temps, Iwashi, impliqué dans une bataille acharnée contre Gilles, semblait dépassé par la grande différence de force. Même ainsi, Iwashi pouvait toujours égaler Gilles et lancer une attaque sur le point vital du corps de l'homme. Mais peu à peu, Iwashi commença à se sentir désespéré car toutes ces attaques semblaient inutiles à Gilles, même s'il avait lancé une attaque mortelle que même l'ennemi le plus fort ne pouvait esquiver. Dans la forêt, Nobunaga et les elfes étaient déjà en position pour attaquer les troupes de cavalerie ennemies sur le point de se lancer dans la bataille. Avec les capacités de tir à l'arc que possédaient les elfes, ils pouvaient enfin renverser les troupes de cavalerie ennemies assez facilement, grâce aux directives et à la stratégie précise de Nobunaga. Même s'ils avaient vaincu l'armée, Nobunaga et les elfes ne se sentaient pas soulagés car il restait encore 2 Zens à tuer avant que la folie des Zens ne fasse de nombreuses victimes innocentes. Revenant au combat de Toyoisa contre Jeanne, il a demandé à Olminu de créer une barrière entre lui et Jeanne.
Il prévoyait d'utiliser le mur comme un bond pour attaquer directement Jeanne, et ce qui impressionna encore plus Olminu, c'est que Toyohisa avait tout compris. D'un mouvement rapide, il se jeta sur Jeanne et jeta son corps dans le puits qui se trouvait près d'eux. Parce que le puits était rempli d'eau, elle ne pouvait pas utiliser sa puissance de feu. Jeanne s'enfonçait au fond du puits et se rappelait son passé. Elle a été jugée pour hérésie à Rouen le 9 janvier 1431. Elle a été accusée d'avoir été blasphémée en portant des vêtements d'homme, en agissant sur des visions démoniaques et en refusant de soumettre ses paroles et ses actes à l'Église parce qu'elle prétendait qu'elle serait jugée par Dieu seul. À la fin de sa vie, Jeanne a ensuite reçu la visite de Isi, qui l'a recrutée pour devenir l'une des fins et l'a envoyée dans ce monde tout en donnant à Jeanne le pouvoir magique de manipuler le feu. Passant au présent, Jeanne s'est finalement réveillée de sa rêverie lorsque Toyohisa a tenté de soulever son corps du puits. Il avait eu l'intention de la tuer. Mais après avoir su qu'elle était une femme, il a renoncé à son intention car il avait pour principe de ne pas blesser les femmes, même si elle était son ennemie. Toyohisa a dit à Jeanne de partir et de ne jamais revenir sur le champ de bataille pour le combattre car les batailles violentes ne sont pas le bon endroit pour une femme. Cependant, elle ne semblait pas se soucier de ses paroles et a plutôt essayé de l'attaquer, alors il a été forcé de l'assommer. En attendant, Iwashi est toujours impliqué dans une bataille acharnée avec Gilles. Iwashi semble de plus en plus débordé car, en tant qu'humain ordinaire, son énergie commence à s'épuiser et est différente de celle de Gilles. Il a reçu une force et une durabilité incroyables de Izzy lorsqu'il a été envoyé dans ce monde. Nobunaga et les elfes, qui sont finalement arrivés, ont essayé d'aider Iwashi en tirant à plusieurs reprises des flèches sur Gilles. Cependant, même avec les attaques qu'ils ont menées simultanément, Gilles ne pouvait toujours pas être renversé, alors les elfes ont commencé à devenir désespérés et ont supposé que Gilles était un monstre immortel. Bien qu'il ait été témoin de la façon dont Gilles a résisté à toutes leurs attaques, Nobunaga a refusé de croire que Gilles était un monstre immortel. Nobunaga pense qu'il doit y avoir un moyen de le vaincre, qui a une très grande force physique. Alors qu'il réfléchissait à un moyen de renverser Gilles, un groupe de personnes est soudainement apparu et a tiré des coups de feu consécutifs sur Gilles. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Seimei et de ses camarades, qui sont finalement arrivés à cet endroit après avoir parcouru une bonne distance depuis le royaume de Carnaed. Dans le même temps, le corps de Gilles, immunisé contre les attaques de Iwashi et des elfes, a instantanément perdu sa résilience et s'est lentement désintégré en plusieurs morceaux. Mourant d'avoir été touché par une mitrailleuse sans discernement, Gilles leva les yeux vers le ciel et vit qu'un dragon avait réussi à sauver Jeanne inconsciente. Peu de temps après, son corps s'est transformé en un morceau de sel jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement. Après la bataille, Seimei a rencontré Nobunaga et les autres et s'est présenté comme Abeno Haruakira, mieux connu sous le nom d'Abeno Seimei. Seimei a déclaré qu'il était le chef de l'organisation octobriste, qu'il avait chargé de surveiller les drifters. D'un autre côté, Iwashi parut très surpris lorsqu'il entendit la voix d'un homme familier qui lui parlait. Cet homme était Minamoto no Yoshitsune, un général impitoyable du clan Minamoto et ancien commandant de Iwashi. Minamoto l'avertit alors que bientôt ils se rencontreront sur le champ de bataille en tant qu'adversaires dans ce monde. Peu de temps après, Toyohisa est finalement arrivé à cet endroit, où il a rencontré Seimei, qui a révélé qu'il était un drifter envoyé dans ce monde par un homme mystérieux avec des lunettes qu'il a rencontré dans un couloir avec de nombreuses portes. Après être finalement arrivé dans ce monde, Seimei s'est rendu compte que son travail consistait à combattre les fins et le roi noir. Toyohisa leur a dit qu'il venait d'assommer Jeanne et de la laisser partir. En entendant cela, Seimei et Olminu se sont soudainement sentis choqués parce que les drifters auraient dû mettre fin à la vie des Ents sans rien considérer. Cependant, Toyohisa est resté ferme dans sa position qu'il ne blesserait pas les femmes même si elles étaient des adversaires. Seimei s'est rendu compte qu'il ne serait pas en mesure de persuader Toyohisa de suivre les règles auxquelles ils avaient toujours cru, alors il a décidé de laisser faire, même si les principes de vie de Toyohisa pouvaient parfois leur nuire sur le champ de bataille. Olminu a ensuite posé des questions sur un vieil homme qui était venu avec Seimei, auquel il a expliqué que le vieil homme était un drifter nommé Hannibal Barca, un grand commandant militaire de son temps. De plus, Seimei les a informés qu'il y avait un autre drifter avec eux, à savoir l'adversaire d'Hannibal, Scipio Africanus. Cependant, en chemin, ils sont attaqués par l'armée du roi noir, faisant tomber Scipion de la voiture et l'obliger à l'abandonner. La scène change alors et montre Scipion marchant dans le désert tout en essayant de trouver où se trouve Hannibal et les autres en suivant la piste de chaussures sur le sol. Cependant, la piste a plutôt conduit Scipion à l'avion de chasse de Naoshi. Peu de temps après, Naoshi est arrivé avec une tribu de chiens anthropomorphes qu'il adorait parce qu'il pensait qu'il était un dieu descendu du ciel après avoir fait atterrir son avion dans la forêt. Voyant Naoshi, qui est un humain, Scipion essaie alors d'expliquer qu'il n'est pas un ennemi et qu'il veut juste savoir où se trouve un groupe de personnes. Cependant, en raison de la différence de langue entre les deux, Naoshi et Scipion se comprennent mal. Ailleurs, Nobunaga, qui semblait impressionné par le pistolet Gatling de Sundance Kid, a demandé comment fonctionnait le fusil. Après avoir reçu des informations sur le Gatling Gun, il a pensé qu'il devrait produire cette arme et une grande quantité de munitions. Il croyait fermement que leur chance de gagner la bataille contre l'armée du roi noir serait plus grande. En entendant cela, Seimei informa qu'ils avaient déjà essayé de combattre l'armée du roi noir avec cette arme, mais ce n'était pas très efficace.
Même ainsi, Nobunaga est resté optimiste car il avait auparavant préparé de la poudre à canon qui est devenue une partie importante des munitions. Quant à la fabrication des mitrailleuses, il la confiera entièrement aux nains, les meilleurs forgerons du monde. Voyant sa façon de penser et son optimisme, Seimei a estimé qu'il devait surveiller chaque mouvement de Nobunaga à l'avenir car ce serait une menace dangereuse s'il était du côté ennemi. Non seulement cela, Seimei s'est rendu compte que lui et les membres de l'Octobrist auraient du mal s'ils voulaient unir les drifters avec le même objectif. En effet, les drifters ont leurs propres principes de vie et leur façon de penser qui se contredisent parfois. De l'autre côté, les Zens ont les mêmes principes et objectifs que le Black King, ils sont donc plus faciles à assembler et à diriger pour atteindre leurs objectifs plus rapidement. Après cela, Seimei a ensuite interrogé Nobunaga sur leur prochain plan. Il a informé que lui et ses troupes allaient attaquer les autres bases militaires de l'Empire d'Orte pour libérer les nains, puis les inviter à former une alliance et à former une grande puissance qui renverserait le pouvoir de l'Empire d'Orte. De plus, Nobunaga informe qu'il envisage d'établir une fédération multiraciale, et Toyohisa sera nommé chef suprême. Seimei, qui n'était pas d'accord avec l'idée, a alors dit à Nobunaga que la fédération avait le potentiel de créer une lutte de pouvoir. Mais il a semblé ignorer les paroles de Seimei et a soutenu que la fédération multiraciale améliorerait la vie de toutes les races. Seimei a demandé à Nobunaga pourquoi il avait confié les rênes de la direction à Toyohisa, et non à lui-même, qui avait pris les devants. Nobunaga a ensuite révélé qu'il avait le sentiment d'avoir échoué dans l'exercice de ses fonctions de chef car, alors qu'il était encore le chef du clan Oda, il avait été trahi par des membres de son propre clan. Cependant, il a vu Toyohisa remplir toutes les qualifications nécessaires pour être un bon leader, et Nobunaga a assumé le rôle d'un assistant fidèle qui l'accompagnait. Pendant ce temps, Toyohisa s'approche d'Hannibal, qui a l'air sombre et essaie de communiquer avec lui. Cependant, Hannibal a balbutié de manière incohérente, alors Toyohisa l'a testé en essayant d'attaquer le vieil homme. Étonnamment, il pouvait arrêter l'attaque de Toyohisa avec juste un bâton qu'il tenait. Même si Hannibal n'était qu'un vieil homme sénile, Toyohisa pouvait sûrement dire qu'Hannibal avait toujours une excellente vue et des compétences. Avant de partir, Toyohisa a ensuite demandé à Olminu de bien s'occuper d'Hannibal. Cette nuit-là, il informe les elfes qu'il va attaquer les autres bases militaires de l'Empire d'Orte pour libérer les nains. En entendant cela, les elfes furent immédiatement surpris car, en fait, les elfes étaient depuis longtemps en conflit avec les nains. Les elfes ont insisté sur le fait qu'eux et les nains ne s'entendraient jamais. En entendant cela, Toyohisa a déclaré qu'il n'imposerait pas sa volonté aux elfes car il était sûr que les vrais guerriers continueraient à se battre à ses côtés pour apporter une paix et une prospérité égales pour tous. Ayant exprimé son souhait, Toyohisa quitta les lieux et se dirigea seul vers la base militaire de l'Empire d'Orte. Voyant son départ, Chara et son peuple ont finalement décidé d'être avec Toyohisa. Après tout, il les avait sauvés de la cruauté des nobles de l'Empire d'Orte. Chara a également souligné aux elfes qu'ils devaient mettre de côté leurs égos respectifs et former une alliance avec les nains à un moment critique comme celui-ci. S'ils s'unissent, ils peuvent détruire l'Empire et ramener la paix dans le monde. Pendant ce temps, sur le chemin, Toyohisa rencontre accidentellement Seimei et les drifters. Ils prévoient de retourner à leur base pour surveiller le mouvement des extrémités ainsi que pour savoir où se trouve Scipion. Au même moment, Nobunaga et Iwashi arrivent enfin, tout comme les elfes, qui décident de se battre aux côtés de Toyohisa. Pendant ce temps, Saint-Germy prévoit de le rencontrer ainsi que les drifters pour conclure un accord. En chemin, Saint-Germy et ses assistants discutaient de l'armurerie de l'Empire d'Orte située à Gadolka, qui était aussi le lieu où il détenait les nains. Saint-Germy a supposé que les drifters et les elfes attaqueraient et tenteraient de prendre le contrôle de l'endroit, et si cela se produisait, ils ne pourraient plus rien faire pour empêcher la destruction de l'Empire d'Orte. Pour faire court, Toyohisa et les elfes arrivèrent enfin à Gadolka et lancèrent immédiatement une attaque surprise, selon les prédictions de Saint-Germy. Lorsque les soldats de l'Empire d'Orte ont été submergés par l'attentat à la bombe, Toyohisa a conduit les elfes à percer les défenses de la base et à attaquer à plusieurs reprises, rendant les soldats encore plus désespérés. Pendant ce temps, Iwashi, qui était chargé de sécuriser la tour de guet de Gadolka, a très bien réussi à accomplir sa tâche, grâce à ses compétences en tir à l'arc. Attaqués de toutes parts, les soldats de l'Empire d'Orte devinrent complètement immobiles, et ils ne purent s'échapper car ils étaient encerclés par l'ennemi. Peu de temps après, la force d'élite de l'Empire d'Orte fut finalement déployée sur le champ de bataille. Voyant l'apparition des troupes d'élite, Toyohisa demanda aux elfes de battre en retraite tandis qu'il resterait là avec Olminu. Il lui a de nouveau demandé de l'aider avec son pouvoir magique, où elle a ensuite entouré les troupes d'élite de l'Empire d'Orte avec un mur de pierre. Après avoir été encerclés, il ordonna aux elfes de les bombarder, tuant instantanément les soldats d'élite sans avoir le temps de riposter. Les soldats de l'Empire d'Orte qui ont vu comment Toyohisa a renversé les troupes d'élite sans aucun effort sont devenus de plus en plus paniqués et effrayés parce qu'il avait non seulement une puissance de combat très redoutable, mais aussi une intelligence dans la gestion des stratégies de guerre. Les soldats ont alors fermé la porte principale afin que Toyohisa et son armée ne puissent pas entrer dans la ville de Gadolka. Mais leurs efforts ont été vains car Nobunaga avait anticipé cela et a ensuite demandé à Olminu d'utiliser son pouvoir magique combiné aux flèches de Iwashi pour créer des escaliers afin que Toyohisa et son armée puissent escalader le mur de pierre et pénétrer les défenses à la porte. Après avoir traversé avec succès la porte principale,
Toyoisa et les elfes se sont immédiatement séparés pour trouver l'emplacement des nains qui étaient censés y être détenus. Ils ont finalement trouvé où les nains étaient détenus, où il a eu l'air surpris car l'apparence des nains qu'il a rencontrés en personne était complètement différente de l'image des elfes qui ont dit que les nains étaient des créatures horrifiantes. En fait, les nains n'ont montré aucune hostilité envers les elfes, et ils étaient très reconnaissants que Toyoisa et les elfes les aient libérés de la cruauté de l'Empire d'Ort. Voyant l'attitude coopérative des nains, Chara et les elfes ont finalement réalisé à quel point il était important d'unir leurs forces pour faire face à un ennemi commun. Après cela, Toyoisa a demandé à Chara et aux elfes de trouver un entrepôt de nourriture et de préparer de la nourriture pour les nains car Toyoisa ne continuerait pas la guerre si les soldats mouraient de faim. Ils organisèrent un banquet devant la deuxième porte, où il demanda alors aux soldats de l'Empire d'Ort qui y gardaient de se rendre et de promettre de ne pas se suicider. Toyoisa a salué la décision des soldats de l'Empire d'Ort. Cependant, selon la tradition de son pays d'origine, un commandant qui se rend doit mettre fin à ses jours pour se faire pardonner de ne pas avoir remporté la victoire. En entendant cela, le commandant a refusé de mettre fin à ses jours et l'a supplié de l'épargner. Cependant, Toyoisa est une personne qui adhère toujours au principe de sa vie, il intervient donc immédiatement pour tuer la vie du commandant et tient sa promesse de garder les autres soldats en vie. Pendant ce temps, lorsqu'Iwashi se prépare à poursuivre les troupes en fuite, une habitude qu'il a développée en servant Minamoto dans le passé, Toyoisa l'arrête et lui dit qu'il n'a plus à suivre les ordres déshonorants puisque c'est leur guerre, au grand plaisir de Iwashi. Pendant ce temps, deux membres de l'Octobriste qui surveillaient les mouvements du Roi Noir et de son armée virent le dragon de bronze, l'un des 6 grands dragons qui semblaient s'être alliés au Roi Noir. Non seulement cela, mais ils ont également trouvé un troupeau de monstres qui cultivaient comme des humains et ont supposé que le Roi Noir ne prévoyait pas réellement de détruire le monde mais de détruire la civilisation humaine. Le lendemain, Saint-Germy et ses assistants arrivèrent enfin au quartier général des Drifters et rencontrèrent un homme du nom de Mills, qui avait été secouru par Nobunaga. Mills, employé du gouvernement de l'Empire d'Ort, salue immédiatement l'arrivée de Saint-Germy et demande le but de son arrivée au quartier général des Drifters, qui sont ses ennemis. Saint-Germy a dit qu'il voulait rencontrer les Drifters. En entendant cela, Mills a informé que les Drifters et l'armée elfique se rendaient à Gadolka pour libérer les nains et s'allier avec eux. Saint-Germy parut surpris d'apprendre que les vagabonds s'étaient en fait rendus à Gadolka, comme il s'y attendait, ce qui indiquerait que la destruction de l'Empire d'Ort était imminente. C'est pourquoi il a décidé d'attendre le retour des Drifters à la base jusqu'à leur retour de Gadolka. Entre-temps, le dragon de bronze est venu voir le Roi Noir non pas pour s'allier avec lui mais pour exprimer son mécontentement que le Roi Noir ait présomptueusement pris le contrôle du troupeau de dragons ailés qui étaient en fait les hommes du dragon de bronze. Cependant, le Roi Noir n'a pas tenu compte du bluff du dragon et a offert le dragon de bronze comme subordonné. En entendant cela, le dragon de bronze se sentit soudain en colère parce que, indirectement, le Roi Noir avait méprisé les grands dragons. Le dragon de bronze s'est préparé à lancer une attaque contre le Roi Noir, mais il n'était pas à la hauteur du Roi Noir, qui pouvait facilement maîtriser le dragon. Après avoir été vaincu par le Roi Noir, le dragon a demandé grâce et a finalement accepté de devenir son subordonné. Bien que le Roi Noir semble avoir un pouvoir énorme, comme s'il pouvait multiplier n'importe quoi, y compris les ingrédients alimentaires, ce n'est pas un être immortel. Par conséquent, le Roi Noir a besoin de l'aide des Ents pour atteindre son objectif de créer un monde sans civilisation humaine. En revanche, Jeanne, qui venait de se réveiller de sa torpeur, fut choquée et dévastée lorsqu'elle apprit que Gilles de Rais avait été vaincu par les Drifters. À cause de cela, son ambition est de se venger de Toyoisa et des Drifters. Anastasia l'avertit de ne pas sous-estimer les Drifters car ils ne savent pas à quel point ils sont puissants. Anastasia promet qu'elle aidera Jeanne à se venger des Drifters et lui demande de se reposer pour qu'elle puisse récupérer rapidement. Après cela, Anastasia se rend chez Rasputin et discute de Toyoisa, dont il pense qu'il devrait faire attention car il agit souvent hors des limites, et ses pensées sont également très imprévisibles. La scène change alors et montre Nobunaga expliquant aux nains les armes à feu qui devraient être produites en série. Avec l'explication détaillée de Nobunaga, les nains ont finalement compris la conception et la fonction de l'arme même s'ils ne l'avaient jamais vue auparavant et ont pu la fabriquer en une seule journée, avec une qualité encore meilleure. Pendant ce temps, Toyoisa, entraînant un groupe de nains au combat et à l'utilisation des armes, fut soudainement surpris par l'apparition de 2 assistants de Saint-Germy, Alesta et Flamme. Dans le même temps, Nobunaga est également très surpris par l'arrivée de Saint-Germy, l'un des souverains les plus respectés de l'Empire d'Ort. Mais plus surprenant, Saint-Germy a révélé qu'il était un drifter, tout comme Adolf Hitler, le fondateur de l'Empire d'Ort. Cependant, Nobunaga et Iwashi ne relâchent pas leur garde, car Saint-Germy semble suspect. Saint-Germy a alors déclaré son but en venant là-bas, qui s'est avéré vouloir se porter volontaire en tant qu'allié des drifters dans la lutte contre l'Empire d'Ort. Retourne à Toyoisa, qui accepte avec joie le défi d'Alesta et Flamme de se battre avec eux. Cependant, il n'a pas eu besoin de s'embêter à exercer sa force car ils ont admis leur défaite juste après avoir rencontré Hannibal et Iwashi. Ils avaient leur propre charisme pour conquérir leur cœur. Ils avaient seulement l'intention de tester les capacités des drifters pour s'assurer qu'ils étaient des alliés redoutables et fiables. Peu de temps après, Alesta a été vu entrant dans la ville de Verlina, la capitale de l'Empire d'Ort. Dans un premier temps, les soldats qui gardaient les portes de la ville ont empêché l'homme d'entrer à cause de ses mouvements suspects. Cependant,
Après qu'Alesta ait informé que la calèche qui l'accompagnait était l'aide de guerre envoyée par Saint-Germy, les visages des soldats semblaient heureux car ils connaissaient en effet un ralentissement et une pénurie de soldats en raison de la guerre en cours. En fait, ceux qui se trouvaient dans la voiture étaient les drifters, les elfes et les nains, qui prévoyaient de lancer une attaque surprise sur la capitale ce jour-là. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans la ville, Tuoioisa et les autres virent que l'atmosphère de la capitale était très inquiétante car les citoyens vivaient dans la misère, ce qui prouve indirectement que les gouvernants de l'Empire d'Ort ne se souciaient que du pouvoir et s'occupaient à s'enrichir, tandis que les roturiers sont laissés à souffrir dans la pauvreté. Peut-être que Saint-Germy a décidé de s'allier avec les drifters pour organiser un coup d'État contre l'Empire d'Ort. Il tient une réunion avec les nobles de l'Empire d'Ort, où il révèle ouvertement qu'il est un drifter et envisage de dissoudre le gouvernement de l'Empire d'Ort qui est sur le point de s'effondrer. De plus, Saint-Germy a déclaré que le pouvoir sur l'Empire d'Ort serait repris par Tuoioisa en tant que chef suprême. Soudain, les nobles furent très surpris d'apprendre qu'ils devaient abandonner leur pouvoir aux drifters, leurs ennemis. Les nobles s'opposèrent à sa décision et ordonnèrent aux soldats de l'arrêter. Mais dans le même temps, Tuoioisa et ses camarades ont vaincu les soldats qui gardent la place, ils n'ont donc pas d'autre choix que de se conformer au souhait de Saint-Germy de leur céder tous les pouvoirs. Cependant, Rasputin, qui a le même pouvoir magique que les octobristes, peut utiliser sa magie pour posséder d'autres personnes à distance, comme il l'a montré lors de la rencontre d'un des nobles avec Saint-Germy. Rasputin avertit Saint-Germy que les drifters ne pourront pas affronter le roi noir et son armée et méprise Tuoioisa et ses camarades qui étaient juste sur les lieux. Rasputin leur a dit que l'armée du roi noir s'était en fait infiltrée dans la ville de Verlina et n'attendait que l'ordre de mener une attaque. D'un autre côté, Tuoioisa était très irrité parce que Rasputin s'est humilié lui-même et ses troupes, puis a massacré l'ennemi devant lui, faisant frissonner Rasputin de voir la manière brutale de se battre de Tuoioisa. Tuoioisa et Nobunaga n'ont pas perdu l'occasion d'intimider verbalement Rasputin afin qu'il prenne peur et ne les méprise plus. Rasputin, irrité par les actions de Nobunaga, a alors terminé sa magie et a rapporté au roi noir que les drifters avaient réussi à s'emparer du pouvoir de l'Empire d'Ort. Bien que Rasputin ait semblé très inquiet parce que les choses ne se déroulaient pas comme prévu, le roi noir ne s'en souciait pas car il ne pouvait pas tout prédire avec précision. Cependant, le roi noir demanda alors à Rasputin et Hijikata de poursuivre leur plan pour contrôler la ville de Verlina et prendre le pouvoir de l'Empire d'Ort. S'ils ne parviennent pas à exécuter le plan, l'étape suivante consiste à incendier la ville afin que personne, y compris les drifters, ne puisse l'occuper et en faire leur base de défense. Pendant ce temps, Nobunaga n'avait pas réellement mis en place de stratégie contre le roi noir et son armée car leur plan était à l'origine de reprendre le pouvoir de l'Empire d'Ort aux nobles. Saint-Germy dit à Nobunaga qu'il avait préparé 500 redoutables combattants surnommés la bande sacrée de Thèbes pour renforcer leur armée. Nobunaga réfléchit rapidement puis élabora une stratégie en plaçant la bande sacrée de Thèbes sous son commandement et en les armant d'armes à feu fabriquées par les nains. Tuoioisa, qui peut combattre à courte distance, est chargé de diriger les nains sur le champ de bataille, tandis que Yuashi et les elfes, qui ont des compétences en tir à l'arc, sont affectés en tant que troupes de reconnaissance et lancent des attaques à distance. Avec cette stratégie, Tuoioisa et les drifters sont convaincus qu'ils peuvent gagner la bataille contre l'armée du roi noir. De plus, ils bénéficiaient également de l'outil de communication longue distance de l'octobriste qui pouvait leur permettre de communiquer entre eux. Ils l'ont laissé entièrement à Olminu, qui a servi d'informateur. Rasputin et Hijikata et l'armée du roi noir sont finalement arrivés à la ville de Verlina et ont lancé une attaque. Cependant, l'attaque a été bloquée par Nobunaga et la bande sacrée de Thèbes, qui ont ensuite contre-attaqué en leur tirant dessus. Après cela, Nobunaga a demandé à Olminu d'informer Yuashi de se préparer à une attaque à distance pendant qu'ils ouvriraient la voie à Tuoioisa et aux nains pour attaquer Hijikata, le chef de l'armée. Alors que Murasaki semblait étonné par la stratégie de guerre de Tuoioisa et des drifters qu'il envoyait, ce n'était pas le cas de Hijikata, qui semblait si furieux que les drifters avaient réussi à disperser ses troupes au premier rang. Hijikata, qui avait étudié les tactiques utilisées par les drifters, ordonna alors à ses troupes de se disperser et de se déplacer en petits groupes afin qu'elles ne soient pas facilement ciblées par l'équipe de Nobunaga, tandis que Hijikata affronterait Tuoioisa de front. Voyant le changement de mouvement de l'ennemi, Tuoioisa et Nobunaga se sont demandé ce qui s'était réellement passé. Yuashi les informa que l'ennemi se déplaçait en petits groupes et s'était répandu dans toute la ville. De plus, ils ont délibérément incendié les maisons des gens pour limiter la visibilité afin que les équipes d'archers et de tireurs ne puissent pas mener d'attaque. Après avoir entendu cela, Nobunaga s'est senti anxieux et a supposé que le chef de l'armée actuelle n'était pas une personne ordinaire, mais quelqu'un d'assez intelligent pour deviner sa stratégie et concevoir des tactiques pour y correspondre. D'un autre côté, Hijikata est finalement apparu devant Tuoioisa et a immédiatement tiré son épée, se préparant à l'attaquer. Hijikata, qui s'avère en vouloir au clan Shimazu, a l'intention de se venger de Tuoioisa, qui fait partie du clan Shimazu. Lorsqu'il a été impliqué dans une bataille acharnée contre Hijikata, Nobunaga et Yuashi se sont alors précipités vers le bâtiment du gouvernement où se trouvait Olminu car les troupes ennemies tentaient d'occuper l'endroit pour rassembler des forces. Pendant ce temps, Tuoioisa a délibérément provoqué la colère de Hijikata pour le rendre furieux. Plein de colère, Hijikata l'a attaqué sans discernement, brisant son épée. Cependant, Tuoioisa ne semblait pas avoir peur, même si tout son corps était couvert de blessures causées par les coups d'épée de Hijikata.
Au milieu du combat, une forte explosion les a soudainement surpris tous les deux. L'explosion s'est avérée provenir de Yuashi attaquant l'armée du roi noir, qui s'est rassemblée à un endroit après que lui et les autres aient tendu un piège pour les piéger là-bas. Pendant ce temps, Nobunaga et ses troupes ont réussi à coincer les troupes ennemies qui ont tenté d'occuper le bâtiment du gouvernement et les ont tous massacrés. Dans le même temps, Hijikata a finalement réalisé que Toyohisa n'était qu'une diversion pour s'occuper pendant que Nobunaga et les autres massacraient toute son armée. Hijikata, qui devenait de plus en plus furieux, a attaqué Toyohisa à plusieurs reprises. Cependant, il a réussi à résister à l'attaque et à donner une résistance assez féroce jusqu'à ce que finalement, le roi noir demande à Hijikata de battre en retraite au milieu du combat. Au début, Hijikata hésitait à mettre fin à son combat avec Toyohisa, qui commençait à manquer d'énergie. Mais ensuite, il a finalement obéi aux ordres de son maître et a quitté le combat dans la défaite, tandis que Toyohisa s'est effondré inconscient en raison de graves blessures sur tout son corps. Rasputin et Hijikata ont ensuite présenté leurs excuses au Black King car ils avaient perdu contre les drifters. Cependant, cela ne dérangeait pas le roi noir car la bataille visait uniquement à tester la force de l'ennemi et à apprendre ses stratégies. De plus, le roi noir était convaincu qu'il gagnerait la bataille avec l'aide d'Akechi Mitsuhide, qui était le rival de Nobunaga. Bien que les drifters aient réussi à vaincre les troupes dirigées par Hijikata, la guerre a gravement endommagé la ville de Verlina. Après une bataille acharnée contre Hijikata, Toyohisa n'a toujours pas repris conscience en raison de ses graves blessures. Lorsque Iwashi recoue la blessure de Toyohisa, il se souvient de sa première rencontre avec Toyohisa, qui a été grièvement blessé lors de la bataille de Sekigahara. Voyant le corps de Toyohisa couvert de cicatrices, Iwashi pensait qu'il était un vrai combattant, il n'était donc pas surpris par son attitude têtue et toujours défiant la mort. Nobunaga, qui a entendu cela, était d'accord avec Iwashi et a déclaré que les gens comme Toyohisa ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'obtiendraient pas ce qu'ils voulaient, même si la vie était en jeu. Saint-Germi a ensuite interrogé Nobunaga sur leur prochain mouvement. Nobunaga a déclaré qu'il devait former des alliances avec d'autres royaumes. S'il refusait, il n'hésiterait pas à faire la guerre à toute partie qui refuserait de s'allier. Pendant ce temps, ailleurs, un membre de l'Octobriste nommé Doug et l'un de ses collègues chargés de superviser le mouvement du roi noir et de son armée dans la forteresse de Karnaed ont décidé d'infiltrer la base en se déguisant en soldats du roi noir. Lorsqu'ils sont finalement entrés dans l'endroit, ils ont été surpris de découvrir que les monstres et les races demi-humaines avaient mis en place un système de vie semblable à celui de l'homme, comme l'ouverture d'un marché en tant que centre commercial. En fait, ils ont également fait des humains des esclaves et ont librement échangé des humains comme du bétail pour la consommation de viande. Doug et son camarade se sont également interrogés sur ce que le roi noir avait fait pour que les monstres aient une civilisation comme les humains en peu de temps. Cependant, leur déguisement a été découvert par Minamoto, qui leur a alors dit que ce qu'ils venaient de voir n'était qu'une petite partie du pouvoir possédé par l'armée du roi noir. Doug et son camarade essaient de le combattre, mais ils ne sont pas de dignes adversaires pour lui, l'un des Zens. Il peut facilement vaincre Doug et le tue brutalement. Minamoto a dit aux camarades de Doug que ce que les drifters avaient à craindre, c'étaient les monstres qui avaient décidé de rejoindre l'armée du roi noir. En entendant cela, le membre de l'Octobriste a été soudainement choqué car pendant tout ce temps, les monstres étaient connus comme une race qui s'est toujours battue. Il frissonna, sachant que les monstres avaient travaillé ensemble pour former une force très puissante. Avec fierté, Minamoto a déclaré que toutes ces réalisations, rien d'autre que grâce à la grandeur du roi noir. Au même moment, le roi noir est apparu devant eux deux et, étonnamment, a demandé à Seimei de se révéler immédiatement. Le roi noir savait apparemment que Seimei s'était caché derrière ces hommes tout ce temps. Ayant été découvert, Seimei apparut soudainement devant eux miraculeusement. Ils ont débattu des différences de points de vue entre deux concernant les créatures appelées humains. Le roi noir suppose que les humains ne sont que des créatures qui font toujours des bêtises dans le monde entier. Cependant, Seimei n'était pas d'accord avec le roi noir car, selon lui, toutes les races, y compris les humains et les monstres, avaient le potentiel de causer des dommages où qu'elles se trouvent, surtout si elles avaient une nature arrogante et cupide. Cela ne s'est pas arrêté là. Le roi noir a ajouté que les drifters ne feraient qu'exacerber la situation parce qu'ils ont délibérément enseigné aux elfes et aux nains la technologie qui pourrait aggraver les dégâts, comme les armes à feu et les explosifs. En entendant cela, Seimei n'a pas nécessairement pris l'opinion du roi noir pour acquise car les humains et les monstres, ou d'autres races, peuvent provoquer le chaos et la destruction à l'avenir, donc détruire la civilisation humaine n'est pas la solution à ce problème. Avant de partir, Seimei a dit au roi noir que l'humanité n'abandonnerait jamais. De même, les drifters combattront le roi noir et son armée jusqu'au bout. Pendant ce temps, après plusieurs jours d'inconscience ailleurs, Toyohisa s'est finalement réveillé avec des bandages couvrant presque tout son corps. Iwashi lui a demandé de ne pas trop se pousser lors de la prochaine bataille car même s'il a une force physique qui dépasse les humains, il reste un humain ordinaire qui peut être gravement blessé et même perdre la vie. Cependant, comme d'habitude, Toyohisa ne se souciait pas des paroles de Iwashi car, selon le principe de sa vie, il mettrait toute sa force à combattre l'ennemi et ne s'arrêterait pas avant de vaincre ses ennemis. Même Toyohisa s'était préparé s'il devait perdre la vie au combat. Iwashi ne se soucie pas du principe de vie de Toyohisa, qui selon lui, est le principe d'un vrai guerrier. Cependant, ce qui l'inquiète, c'est que si Toyohisa meurt sur le champ de bataille,
personne ne pourra raviver l'esprit combatif des soldats et diriger vaillamment les troupes. De plus, Iwashi n'a pas nié que l'existence de Toyohisa l'avait rendu, lui et Nobunaga, excités à l'idée de vaincre les ennemis sur le champ de bataille. La scène change alors et montre Nobunaga rencontrant les nobles de l'Empire d'Ort, où Nobunaga demande ouvertement aux nobles de faire don de leurs richesses pour financer la guerre contre le roi noir. Non seulement cela, mais Nobunaga a également demandé à Saint-Germi de former une alliance avec la guilde marchande Gubinan parce qu'ils ont une flotte navale très formidable, et cela a été prouvé par leur succès à gagner la bataille contre les troupes de l'Empire d'Ort quelque temps. De plus, Nobunaga prévoit de renforcer son armée en recrutant les troupes d'élite de l'Empire d'Ort, divisées en 4 groupes. Parce que la première armée a rejoint leur armée, il prévoit également de recruter des soldats d'élite dans les 2e, 3e et 4e armées. Ils se sont répandus dans tout l'Empire d'Ort car ils doivent vaincre les rébellions de la région. Peu de temps après, Saint-Germi a dit à Nobunaga qu'il n'y avait pas lieu de mettre trop d'espoir dans la 2e armée car ils semblaient avoir été vaincus par un essaim de bêtes qui les avait attaqués au milieu de la forêt. Par conséquent, il devrait prêter attention à la 3e et à la 4e armée en ce moment. Après cela, parce que tous les nobles de l'Empire d'Ort s'étaient réunis, Nobunaga prévoyait de présenter Toyohisa comme le dirigeant de l'Empire d'Ort et la personne qui les conduirait sur le champ de bataille. Cependant, Toyohisa a plutôt agi de manière ridicule en cherchant désespérément de la nourriture. Par conséquent, les nobles sont devenus incertains de la figure de leur nouveau chef, qui aurait été très violent sur le champ de bataille. Pendant ce temps, à 800 km de l'Empire d'Ort se trouve Gubinan, une nation gouvernée par cette guilde et dirigée par le secrétaire de la Shiloh Bank and Trading House, Banzel Shiloh 8. Ce jour-là, Shiloh et son bras droit, Nezel Brigante, rencontraient un drifter nommé Tamon Yamaguchi, un amiral de la marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale qui avait aidé Gubinan à vaincre l'Empire d'Ort. Shiloh a demandé à l'amiral Tamon de rejoindre la marine de Gubinan parce que c'était la direction et la stratégie de l'amiral Tamon qui leur avait permis de gagner la bataille contre l'Empire d'Ort. Avec lui rejoignant leur armée, Shiloh est convaincu que leur marine sera de plus en plus invincible. L'amiral Tamon a accepté la demande de Shiloh et a posé des questions sur leur prochain mouvement. Shiloh explique qu'ils ne défendront leur territoire que dans la mer car les troupes de Gubinan deviennent invincibles si elles combattent dans la mer, contrairement aux troupes de l'Empire d'Ort, qui contrôlent la terre. De plus, Shiloh a révélé qu'il n'avait jamais été intéressé à s'emparer des territoires d'autres royaumes, y compris l'Empire d'Ort, car ce n'était pas rentable pour eux. Après tout, l'Empire d'Ort n'avait pas les ressources dont il avait besoin ou ne pouvait pas faire de profit. De plus, l'Empire d'Ort connaît également une crise en raison des rébellions qui se produisent partout, donc ce que Gubinan doit faire maintenant est d'attendre que le pouvoir de l'Empire d'Ort s'effondre. En entendant cela, l'amiral Tamon a ensuite fait l'éloge de la pensée de Shiloh qu'il considérait comme assez intelligente et non téméraire. Cependant, l'amiral Tamon a alors déclaré que pour l'instant, il n'était pas intéressé à rejoindre la flotte Gubinan, même si Shiloh a offert de nombreuses installations luxueuses et une richesse considérable. L'amiral Tamon est apparemment resté inébranlable dans sa position, de sorte que même Shiloh ne pouvait rien faire d'autre que respecter sa décision. Même ainsi, Shiloh était sûr que l'amiral Tamon les rejoindrait tôt ou tard, il n'a donc pas changé d'avis sur le recrutement de l'amiral dans la flotte de Gubinan. Le refus de l'amiral Tamon n'était pas sans raison, il voulait toujours s'assurer que Gubinan était un camp pour lequel il valait la peine de se battre et non un ennemi qui opprimait les faibles et les impuissants. Ailleurs, Toyohisa demande l'aide des nains pour réparer l'épée qui a été brisée lors de la bataille contre Hijikata. Cependant, en voyant l'épée, les nains dirent que la technique de forgeage de l'épée de Toyohisa était trop complexe et qu'ils n'avaient jamais vu une aussi bonne technique. Cependant, les nains ont dit qu'ils essaieraient de réparer l'épée de Toyohisa et d'apprendre la technique complexe de forgeage. Pendant ce temps, Nobunaga, qui s'amusait avec les 3e et 4e armées et hésitait à s'allier avec elles, a alors conçu un plan pour monter les chefs des deux armées l'un contre l'autre parce qu'il croyait fermement que les chefs de ces troupes devaient être très facilement persuadés par l'appât du pouvoir sur le territoire de l'Empire d'Ort. Pour faire court, Nobunaga a envoyé une lettre aux chefs d'armée des 3e et 4e armées déclarant que la capitale de l'Empire d'Ort avait été conquise et que les nobles avaient été massacrés par l'ennemi. Par conséquent, l'Empire d'Ort a maintenant besoin de la figure d'un nouveau chef qui pourrait apporter de meilleurs changements dans l'Empire d'Ort et restaurer son ancienne gloire. Le plan de Nobunaga s'est avéré être un succès car les chefs des troupes d'élite se sont précipités vers la ville de Verlina pour revendiquer le pouvoir sur l'Empire d'Ort, jusqu'à ce que finalement, le chef de la 4e armée, le général Lemek, soit tué dans la bataille contre la 3e armée alors qu'ils étaient sur le point de se diriger vers l'armée vers la ville de Verlina. Pendant ce temps, Iwashi est chargé de tuer le général Gigmente, le chef de la 3e armée. Peu de temps après, Nobunaga a ordonné aux elfes de se déguiser en troupes de la 4e armée pour laisser entendre que leur chef avait été tué par la 4e armée. Après avoir traité avec les 3e et 4e armées, Nobunaga a envoyé une lettre aux autres nations et royaumes qu'ils avaient combattus et a proposé une véritable trêve. En entendant le plan, Saint-Germi semblait pessimiste parce que la guerre de l'Empire d'Ort contre d'autres nations durait depuis des années, donc ils auraient certainement du mal à accepter l'option de cesser le feu, surtout maintenant qu'ils savaient que l'Empire d'Ort connaissait une puissance crise. Le débat entre Nobunaga et Saint-Germi est devenu de plus en plus féroce, surtout après que Nobunaga a soudainement déclaré qu'il prévoyait de massacrer les soldats des 3e et 4e armées,
tandis que Saint-Germy insistait toujours pour reprendre les troupes pour renforcer leurs troupes dans la guerre contre les Noirs. Roi et son armée. Saint-Germy le pensait car par rapport à l'armée du roi noir, leurs effectifs étaient encore très éloignés, donc augmenter le nombre de troupes serait beaucoup plus rentable. Nobunaga n'a pas nié que ses idées étaient assez bonnes et leur ont profité. Mais Nobunaga pensait qu'il serait difficile d'unir les deux armées d'élite qui étaient déjà hostiles l'une à l'autre, donc les massacrer serait beaucoup plus facile. De plus, Nobunaga estime que les deux armées causeront des problèmes aux drifters s'ils sont laissés en vie. Quand lui et Saint-Germy développaient des stratégies de guerre et de futurs plans diplomatiques, Toyohisa a été vu se détendre avec Hannibal Barca, même si Toyohisa était leur chef suprême qui devrait également être impliqué dans la gestion de tout. Voyant cela, Ōmiyu a alors demandé à Toyohisa pourquoi il se détendait même alors que les autres drifters planifiaient des stratégies. Il a répondu qu'il n'était pas le genre de personne comme Nobunaga, qui était doué pour élaborer des stratégies et mener la diplomatie pour assurer leur pouvoir. Toyohisa dit que la seule chose qu'il sait sur la guerre est de continuer à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Il a souligné que cela ne le dérangeait pas s'il devait mourir en combattant parce que mourir sur le champ de bataille était un honneur pour un guerrier comme lui. La scène change alors et montre Seimei et les drifters rencontrant l'amiral Tamon et l'invitant à rejoindre leur alliance. Pendant ce temps, Saint-Germy se précipite vers Gubinan après que Shillok ait répondu à la demande de Nobunaga pour un cessez-le-feu. Shillok demande alors à l'Empire d'Ord d'envoyer des représentants afin qu'ils puissent discuter davantage des options de paix entre les deux parties. Même Saint-Germy supposait que les négociations avec Gubinan ne seraient pas faciles. Cependant, il essaierait de parvenir à l'accord que lui et Nobunaga espéraient et de former une alliance avec Gubinan. Saint-Germy révèle alors à Shillok que l'Empire d'Ord a besoin de leur aide pour fournir de la nourriture et de l'argent. De plus, il a montré à Shillok son arme à feu et ses munitions et a déclaré qu'ils armeraient les troupes de Gubinan avec ces armes, mais qu'ils avaient besoin d'argent pour les produire à grande échelle. De plus, Saint-Germy a expliqué le roi noir et son armée, qui prévoyaient de détruire l'humanité et de créer un nouveau monde sans civilisation humaine. Après avoir écouté toutes les présentations de Saint-Germy, Shillok a immédiatement accepté sa demande de fournir de la nourriture et de l'argent à l'Empire d'Ord, indiquant que Gubinan était prêt à former une alliance avec l'Empire d'Ord pour affronter le roi noir et son armée, qui menacent leur sécurité. Ailleurs, la tribu des chiens anthropomorphes semble être dans une vive dispute avec la tribu des chats anthropomorphes, même s'ils se sont précédemment alliés pour vaincre les forces d'élite de l'Empire d'Ord. Naoshi, considéré comme un dieu du ciel par les tribus d'animaux anthropomorphes, est intervenu et a réussi à apaiser le différend jusqu'à ce que Butch Cassidy et le Sundance Kid arrivent enfin pour remettre une lettre de l'amiral Tamon. Naoshi, qui connaît l'amiral Tamon parce que tous deux sont des soldats japonais qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, semble surpris d'apprendre qu'il est également dans ce monde et demande à Naoshi de se joindre à lui et aux drifters pour combattre le roi noir. Sundance Kid a ensuite dit à Naoshi et Scipio que le roi noir et son armée s'étaient déplacés vers le sud pour commencer la bataille, ils n'avaient donc pas beaucoup de temps et devaient se dépêcher pour élaborer des stratégies et préparer tout ce qui était nécessaire au combat. Dans le même temps, Seimei envoya immédiatement des membres de l'Octobriste se répandre dans toutes les directions et avertit les autres royaumes du sud et des environs de se préparer à l'attaque du roi noir et de son armée, qui devait arriver le lendemain. Quelques jours. Le lendemain, le roi noir semble avoir préparé son armée de monstres et les races demi-humaines réparties en plusieurs groupes et sous le commandement des Fins. Alors qu'Akechi Mitsuhide recevait l'ordre de diriger l'armée des centaures, Hijikata dirigerait les troupes à l'avant-garde et ouvrirait la voie à l'armée principale dirigée par le roi noir. Pendant ce temps, Anastasia conduira les troupes à l'arrière. Dans cette bataille, Rasputin est chargé d'espionner les mouvements des drifters. Avant de se diriger vers le champ de bataille, le roi noir a ordonné à ses troupes de massacrer tous les humains et toute race qui défendait les humains et était du côté de l'ennemi, y compris les femmes, les personnes âgées et les enfants. Pour faire court, le roi noir et son armée sont finalement arrivés dans un royaume le plus proche de la frontière de leur base et ont immédiatement lancé une attaque sans discrimination. Même si Seimei et ses hommes avaient averti le chef du royaume de la terrible menace du roi noir et de son armée, ils ne semblaient pas s'en soucier et se vantaient avec arrogance de leur puissance militaire. Les soldats royaux ont été submergés face aux attaques du roi noir et de son armée. Non seulement le royaume s'est effondré, mais Minamoto et son armée ont également massacré les habitants sans discernement selon les ordres du roi noir. Même Jeanne n'a pas hésité à utiliser son pouvoir pour brûler le royaume. En dehors des deux, Hijikata a également répandu une terreur terrible avec sa puissance de combat qui pouvait tuer l'ennemi sans le toucher. Après avoir été témoins du massacre perpétré par le roi noir et son armée, les soldats restants ont décidé de fuir. Ils ont averti les autres royaumes de la terrible puissance de combat possédée par le roi noir et son armée, ils n'ont donc eu d'autre choix que de former une alliance avec les drifters dans l'Empire d'Ord car ils étaient le seul espoir qu'ils avaient de gagner la bataille. Après avoir reçu une lettre de l'amiral Tamon, Naoshi s'est précipité à sa rencontre sur son navire pour s'assurer qu'il était dans ce monde. Ils s'engagent dans une conversation sur la Seconde Guerre mondiale. Même si dans cette bataille, ils ont été vaincus, dans cette bataille, ils se battront de toutes leurs forces pour remporter la victoire. Naoshi a montré l'avion de chasse et les armes à feu et les munitions qu'il avait à l'amiral Tamon et Scipion, qui étaient maintenant alliés avec eux. La première saison s'est terminée avec Scipio,
qui avait l'air tellement étonné quand il a vu toutes ces armes modernes et leur a demandé à tous les deux de raconter l'évolution du monde militaire car il vient de l'ère d'avant-Christ, ce qui indique que l'écart de temps entre eux est des milliers d'années. C'est la fin de cet animé. La morale que nous pouvons apprendre de cette série est que l'humanité a le potentiel de causer des dommages sur cette terre, mais ce que nous devons faire n'est pas de détruire la civilisation humaine mais d'éliminer les traits égoïstes, arrogants et cupides en chacun de nous, ainsi que conscients de l'importance de protéger l'environnement des choses qui causent des dommages permanents.